Ça, mes amis, c'est ma BD. Alors, vous allez me dire, Melvin, pourquoi est-ce que tu nous montres une putain de planche de bois ? Je peux tout vous expliquer. Évidemment, ce n'est pas ma bande dessinée, par contre, c'est précisément les dimensions qu'elle aura. Pourquoi est-ce que je me suis amusé à tailler dans du bois ? Tout simplement parce que la BD sera en précommande, donc ça veut dire que vous allez précommander le livre, et le nombre d'impressions se fera en fonction du nombre de précommandes. Donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore le livre, du moins pas le livre fini, mais je dois quand même m'assurer que le livre rentre dans le coffret collector, donc il faut tester, et donc il faut trouver des moyens. C'est pour ça que j'ai taillé dans une planche de bois, et je me disais que peut-être ça vous intéresserait de voir la couverture. Eh bien, rassurez-vous, aujourd'hui mes amis, je ne vais pas me contenter uniquement de vous présenter une bête planche de bois où il n'y a même pas de motif. Je vous propose de vous afficher la couverture de la BD édition standard. Franchement, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle pète sa mère, vraiment, c'est un truc de ouf. Mais attendez encore quelques toutes petites secondes avant de voir la couverture de l'édition collector. Elle est magique. Cette bande dessinée, en fait, elle contient une histoire en mode thread d'horreur que j'ai moi-même inventée. Mais cette histoire, elle se base sur des gens qui sont réels, donc qui existent vraiment, des lieux qui existent également. Et le début de l'histoire, il est plus ou moins réel, vous verrez, je vous expliquerai tout ça en temps voulu, mais ça se base sur des événements qui se sont réellement passés. Après, bien évidemment, je l'ai adapté, je l'ai imaginé, mais vous allez voir, ça existe vraiment. À l'intérieur de cette bande dessinée, vous allez voir, on va retrouver plein de personnages, Serkan de la Kebabri, Fou du Bus et Nala. Il y a même un moment où peut-être c'est pas impossible qu'on me voit apparaître à quelque part. Enfin bref, j'ai trop hâte, ça va être dans quelques semaines, vraiment ça commence à voir le bout, et au niveau de la taille, eh bien, ce sera identique à cette planche de bois. Maintenant, je sais ce que vous vous dites probablement, Melvin, montre-nous l'édition collector. Eh bien, mes amis, l'édition collector ressemblera à ça. En fait, ce sera un très joli coffret avec la BD qui aura un superbe effet de dorure sur le logo, ça va être génial. Enfin bref, plus d'informations à venir, j'espère que les couvertures vous plaisent. Vraiment, j'attends vos commentaires dans l'espace commentaires, sur Instagram, sur Spotify, partout. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un formulaire en ligne dans lequel je vous pose quelques questions concernant la BD. Ça me permettra de prévoir les stocks, donc n'hésitez pas à le remplir, c'est en description. Voilà, après ce long blabla, je suis désolé de vous avoir pris du temps, je vous propose de vous installer confortablement, d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour le premier témoignage. Alors mes amis, ce premier témoignage, vous allez voir qu'il va peut-être vous enlever l'envie de voyager à travers le monde. Si c'est le cas, pas de panique, cette envie va probablement revenir d'ici quelques jours. Mais pour l'instant, place à l'histoire de Loïc. Loïc, c'est un gars comme vous et moi. Il a une vie plutôt banale, il va au magasin faire ses courses, il travaille, il a son groupe de potes et il a même une copine. Alors, je vous dis qu'il a même une copine, ça dure pendant quelques temps. Parce qu'en fait, il y a un moment dans l'histoire où il y a un gros déclic. Enfin, pas un déclic, mais plutôt quelque chose qui se produit. Et ce quelque chose, malheureusement, c'est une rupture. C'est pas une rupture traditionnelle, c'est pas les deux personnes ne s'aiment plus, ils décident d'un commun accord de se séparer, pas du tout. Il y a malheureusement l'un des deux dans le couple qui a été infidèle, on ne sait pas qui c'est, il ne le précise pas, mais ces événements, ils vont mener notre ami Loïc à changer un petit peu sa manière de vivre. En fait, après la rupture, Loïc, il a commencé un petit peu à broyer du noir. Il avait des idées pas très cool, et il se disait, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je n'ai plus ma copine, je n'ai plus mes repères, on avait pour projet d'habiter ensemble, ça ne se fera normalement jamais. Et pendant des années et des années, j'ai construit ma vie autour de cette personne. Aujourd'hui, il y a tout qui est parti. Eh bien, il faut que je retrouve une nouvelle raison de vivre. Bon, j'ai envie de dire, c'est des pensées assez fréquentes lorsqu'on se sépare de quelqu'un avec qui on a eu une longue relation. Le seul truc qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas se laisser submerger, il faut pas se noyer parmi ces émotions un petit peu négatives. Il faut réussir à sortir la tête de l'eau et aller de l'avant, parce que finalement, c'est la seule chose qui reste. Eh bien, mes amis, il y a un truc qui a aidé Loïc, en fait, déjà, c'est de voir ses potes, ça pour moi, c'est la meilleure chose, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout prendre conscience qu'en tant qu'humain, on a une certaine valeur. Dans le sens qu'on est probablement capable de faire de grandes choses, qu'on est très fort dans un domaine, qu'on est une bonne personne. Et ça, c'est vraiment le moment de s'en rendre compte. Eh bien, ce qui est cool, c'est que Loïc, il est passé par toutes ces phases. Il a fini par faire le deuil de la rupture, mais voilà, ça lui arrive de temps en temps d'avoir un jour où il se sent un petit peu moins bien, où il est un petit peu plus déprimé. Et d'ailleurs, c'est pendant un de ces fameux jours qu'il va avoir une idée. Cette idée, elle est très simple. Il se dit, mais en fait, depuis que je suis petit, j'ai un rêve, c'est de partir à l'autre bout du monde. Pour y faire quoi ? J'en ai pas la moindre idée. Et le problème, c'est que je me suis jamais autorisé à réaliser ce rêve. Alors ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de disponibilité, mais ça change pas qu'il ne l'a jamais réalisé. Et donc il se dit, ok,
j'ai ce rêve de partir à l'autre bout du monde. Maintenant que je suis seul, voilà, j'ai tout le temps du monde, j'ai toute la disponibilité possible et imaginable. Niveau argent, ça va pas trop mal. La grande question, c'est pourquoi faire? Bon, il mène une réflexion. Il se dit, ok, moi je suis quelqu'un qui apprécie faire de la randonnée, j'aime beaucoup découvrir les endroits, particulièrement la montagne. Donc, finalement, ça pourrait faire un bon cocktail. Partir à l'autre bout du monde, faire une randonnée, découvrir de nouveaux paysages, peut-être même découvrir de nouvelles personnes, et surtout changer d'air. Arrêter de voir les moindres endroits, les moindres bancs, les moindres machins qui lui font penser à son ex. Et là, il se dit, bon, vas-y, je vais faire ça, je vais me renseigner, je vais essayer de réserver quelque chose, et au pire, je pars avec un sac à dos, et bonne chance. Eh bien, mes amis, c'est exactement comme ça que ça va se passer. On se retrouve un mois après. Loïc a posé 2 semaines de vacances à son taf, il a dit à son chef, écoute gros, j'ai besoin de partir, me vider la tête. Je pose mes vacances et il a réservé 2 semaines à l'autre bout du monde. Le vol est booké, l'hôtel également. Et là, eh bien, il n'a qu'une hâte, c'est de partir. Bon, nous, on se revoit au moment où il part. Le vol se passe très bien, il arrive à destination. Forcément, au début, c'est un petit peu plus compliqué parce que, il y a la barrière de la langue, c'est une nouvelle culture, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, rien que d'effectuer le trajet de l'aéroport à l'hôtel, c'est pas quelque chose de très simple. Mais bon, ça se passe très bien quand même parce que 3 heures après, il arrive à son hôtel, il se pose dans sa chambre, il défait ses valises, il range ses habits dans l'armoire, il enlève tous ses objets de valeur et il les met dans un coffre, donc son passeport, sa montre, etc. Et là, il s'étale comme un gros sac sur le lit. Il tape une sieste de 3 heures et il se réveille en fin de soirée. Bon, vous l'aurez compris, il est complètement décalé, ce n'est pas grave, il va s'y faire gentiment. Et là, pendant les 2 premiers jours, il fait pas une randonnée de ouf, c'est-à-dire qu'il se promène en fait dans le village ou dans la ville où il est, il découvre un peu les alentours, voir s'il y a des restaurants, des petits magasins, des trucs où s'approvisionner en boissons et en nourriture. Et c'est à partir du 3e jour que notre ami Loïc va commencer les choses sérieuses. Un matin, il enfile ses chaussures, il se prépare, il met des bons habits, il sort son gros sac, il prend des boissons, de quoi se nourrir et il part à l'aventure. Bien évidemment, il part pas comme un sgeg au milieu de nulle part, il a tout prévu, l'itinéraire, etc. Mais vous allez voir qu'il y a malheureusement une chose qu'il n'avait pas prévue. Alors, première chose, c'est que notre ami, il commande un taxi. Ce taxi va l'amener au pied de la montagne qu'il va gravir, si je peux dire. Et le trajet qu'il a prévu de faire aujourd'hui, ça dure 6 heures. 6 heures, mes amis, c'est long. Surtout quand vous êtes seul, il faut occuper son esprit. Et surtout, il faut rester prudent. Bon, une fois que le taxi l'a déposé au lieu de départ, eh bien, il regarde autour de lui. Il y a des panneaux qui indiquent, mais il sait que les panneaux, ça va durer peut-être le premier kilomètre et qu'après, il sera livré à lui-même au beau milieu de la nature. Et ce, à l'autre bout du monde, on se le rappelle. Mais ça ne l'inquiète pas. Il commence à marcher, il prend de belles photos. Et vraiment, les paysages qu'il découvre, il s'attendait même pas à ça. C'est absolument magnifique. Et ça change beaucoup de là où il habite en temps normal. Notre ami est en train de marcher, il profite à fond. Et régulièrement, il s'octroie une petite pause fraîcheur en mode je prends un petit truc à boire, je me pose 5 minutes et je repars. Bon, au bout de 3 heures, il se dit attends, mais le trajet prévu est censé durer 6 heures. J'ai franchement pas l'impression que je suis arrivé au milieu, donc est-ce que je me serais trompé dans les calculs? Est-ce que je me suis trompé de chemin? Et là, c'est pas qu'il commence à paniquer, mais il commence à se poser des questions parce que il y a la nuit qui va gentiment tomber. Et du coup, il se dit que ce serait bien de retrouver un endroit où il y a des gens, où il y a de la lumière, parce que se perdre au beau milieu d'une montagne en pleine nuit, c'est pas le truc le plus agréable au monde. 4 heures passent, 5 heures passent, et on arrive à la 6e. Sauf que là, le problème, c'est qu'il n'est toujours pas arrivé. Et à un moment, il se pose. Il se dit, mais attends, en fonction de la carte, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux utiliser pour me repérer? Et après de longues minutes à analyser son trajet et l'endroit où il se trouve, il arrive à peu près à identifier l'endroit où il est sur la carte. En découvrant ça, il voit aussi qu'il lui reste à peu près 2 heures de marche, sauf que la nuit vient de tomber. Il fait nuit noire, on ne voit que dalle. En plus, en cette période de l'année, la nuit tombe assez tôt, donc ça n'aide pas. Et il lui reste entre 1h30 et 2 heures, selon ses calculs qui, je vous le rappelle au début, ils étaient un petit peu approximatifs. Donc à tout moment, il lui reste 4 heures de marche, en plein milieu de la nuit, au beau milieu de nulle part, à l'autre bout du monde. Voilà, il y a mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a la lumière de son téléphone. Il peut faire la lampe de poche, ça va l'aider à s'éclairer, mais ça s'arrête là. Bon, notre ami Loïc, il ne panique pas pour autant. Il continue de marcher, il est un peu fatigué, mais c'est pas grave. Lorsqu'à un moment, tout va extrêmement vite. Notre ami Loïc est en train de marcher. Sa cheville glisse sur un caillou, Loïc tombe sur le côté et ça aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, Loïc, il n'avait pas une bonne étoile ce jour-là parce qu'en se tordant la cheville, eh bien, il a perdu l'équilibre sur la droite et malheureusement, il n'y avait pas de barrière ou de mur qui le retenait. Ce qui fait que Loïc a dévalé une sorte de talus sur plusieurs mètres et que c'est pas l'entorse qui lui fait le plus mal, c'est les cailloux qu'il y avait sur l'endroit où il a glissé. Il s'est pris une pétée monumentale, vraiment, il saigne de partout. Ça a rajouté au fait qu'il fait nuit noire et qu'il a
probablement le pied cassé ou du moins une entorse, eh bien, c'est assez désagréable. Là, notre ami se met à hurler tellement il a mal, tellement il a peur, tellement il est angoissé. Sauf que, vous imaginez bien, qu'il est absolument seul au monde. La première personne, elle doit être à des kilomètres. Donc, si on parle très français, c'est la merde. À ça, il y a un autre problème qui se rajoute. C'est que lorsque Loïc est tombé, eh bien, il tenait son téléphone dans la main et lors de sa chute, celui-ci a glissé. Donc Loïc, il le voit à quelques mètres, sauf que il faut qu'il rampe là-bas pour l'attraper et essayer d'appeler les secours. Il ne connaît pas les numéros de secours locaux, il ne sait pas même qui il doit appeler et il a vraiment très mal. Autre problème, et je pense sincèrement que c'est le boss final, c'est qu'il fait très froid. Là, toutes les conditions sont réunies pour que Loïc, il ne passe pas la nuit. Vraiment, si personne ne le trouve, ben, ça va être compliqué. Et le problème, c'est que Loïc, à un moment, c'est le blackout. C'est-à-dire qu'il ne se souvient plus de rien, tout simplement parce qu'il a perdu connaissance. On ne sait pas si c'est à cause de l'hypothermie, donc le fait qu'il fasse trop froid. On ne sait pas si c'est parce qu'il a perdu trop de sang dû à ses blessures. Dans tous les cas, il n'est plus conscient et il ne se rappelle de rien. Bon, bah, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. À un moment, Loïc ouvre grand les yeux, il est dans une chambre, en tout cas pas dans la forêt, et il commence sérieusement à bader. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qu'il fout là, ce qui lui est arrivé. Il regarde un petit peu autour de lui, il voit que c'est une pièce très blanche avec 1 ou 2 lits, mais ça n'a pas franchement l'air d'être un hôpital. Il essaye de se souvenir de ce qui lui est arrivé, mais malheureusement, il a un peu de peine, et surtout, il cherche quelqu'un du regard. Sauf que il est seul au monde dans cette pièce, et ce détail précisément, ça va commencer à le faire vraiment paniquer. À un moment, il se met à crier en mode « Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous pouvez m'aider ?» Pendant les premières minutes, personne ne vient, mais à un moment, quelqu'un arrive. Cette personne, on dirait une sorte de médecin, mais c'est pas le médecin qu'on connaît, il a pas une grande blouse blanche, etc. Il y a même pas son nom qui est affiché, mais on voit que ça a l'air d'être quelqu'un qui prend soin des gens, et là, Loïc essaye de lui parler. Sauf que, bien évidemment, ils ne se comprennent pas. Voyant qu'il ne capte rien, le médecin appelle quelqu'un d'autre et ce mec vient parler avec Loïc en anglais. Certes, c'est dans un anglais très bancal, mais au moins avec Loïc, ils arrivent à peu près à se comprendre. Et là, malheureusement, notre ami Loïc va vite déchanter. Première chose, c'est qu'avant même de parler des blessures que Loïc a eues, eh bien, on lui parle d'argent. Le gars, en gros, qui parle anglais, lui fait comprendre que être ici, c'est un coût et que ce coût, c'est pas gratuit. Donc, il va falloir payer. Et Loïc leur dit, ok, mais combien, quelles sont les blessures que j'ai, qu'est-ce qui m'est concrètement arrivé. Mais ça, le mec en a rien à péter. Vraiment, il ne lui répond même pas, il lui dit simplement, il va falloir payer. Bon, Loïc leur dit, ouais, je vais payer, mais je voudrais bien savoir ce qui m'est arrivé. Au même moment, il y a une personne un petit peu plus âgée que lui, quelqu'un qui a environ 55 ans, qui est emmené dans la même chambre que lui. Cette personne est allongée sur un lit, il voit qu'il a l'air aussi un petit peu blessé, il a quelques hématomes, mais au moins, il est conscient. Le gars qui parle anglais sort de la chambre, Loïc se retrouve seul avec la nouvelle personne, enfin le nouveau patient à l'intérieur, et là, il commence à lui parler en anglais. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, ce que le gars va lui répondre, va lui faire froid dans le dos. Il lui dit, en fait c'est très simple, j'étais en train de me promener en forêt au beau milieu de la nuit, c'est quelque chose que j'adore faire, et à un moment j'ai senti un énorme coup qui provenait de derrière ma tête, et des gens m'ont emmené ici. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Est-ce que c'est eux qui m'ont mis le coup et qui m'ont ramené ici? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un animal ou une pierre qui m'est tombée dessus? Pas la moindre idée. Est-ce que ces gens sont des infirmiers, des ambulanciers, des médecins? Encore moins d'idées. Et là, Loïc, lorsqu'il entend ça, il commence à réfléchir. Il se dit, mais bon, moi, ma chute, probablement qu'elle était naturelle, mais peut-être que c'est quelqu'un qui m'a poussé parce que je me souviens plus trop. Et effectivement, ils ont l'air bizarres. Du moins, ils ont l'air d'être très hostiles alors que des infirmiers, des médecins, ils sont là pour vous aider à la base. Est-ce que réellement, on est dans un hôpital? Là, il commence à réfléchir, mais il n'a pas vraiment le temps de le faire parce que quelqu'un rentre à nouveau dans la pièce et cette fois-ci, il ne s'adresse plus qu'à Loïc, mais aux 2 patients, donc Loïc et le mec. Il dit très clairement, les gars, on vous a pris en charge médicalement, on vous a apporté les premiers soins, on va vous aider. Par contre, il faut absolument payer. Loïc l'interrompt, il lui dit, mais d'accord, mais vous me dites ça depuis avant? Quel est le montant? Là, mes amis, le gars donne un montant à Loïc et à l'autre patient qui est totalement irréaliste. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, enfin, c'est un truc de ouf. Et Loïc, quand il entend ça, il a 2 doigts de tomber une 2e fois dans les pommes. Il le regarde, il lui dit, mais attends, mais tu penses vraiment que j'ai cet argent? En plus, attends, mais je paye une assurance dans mon pays, t'as qu'à les appeler pour qu'ils payent la facture. C'est ce pourquoi je paye une assurance. Là, le mec lui dit, je crois que t'as pas compris. C'est pas les assurances qui vont payer, c'est pas un paiement à 60 jours, c'est maintenant. Il faut nous donner le cash, sinon, malheureusement,
on ne va pas pouvoir vous laisser partir. Là, Loïc et l'autre patient, en entendant ça, ils savent très bien qu'ils sont dans un bourbier. Ils sont probablement dans un truc peut-être clandestin, en tout cas pas un hôpital officiel, parce que j'imagine que normalement ça ne marche pas comme ça. Même si vous ne pouvez pas payer, ils ne peuvent pas vous retenir, ce n'est pas une prison. Vous serez convoqué au tribunal ou je ne sais quoi, mais il ne peut pas vous empêcher de partir. Là, les deux captent. Ils disent ok, bon, laissez-nous réfléchir, on va trouver comment avoir cet argent et on va payer. La nuit tombe, notre ami Loïc est toujours dans sa chambre, sur son lit d'hôpital, il nous explique que son pied, ça va pas mieux. Et surtout, il n'y a aucun soin qui lui est prodigué. Il n'a ni perfusion, ni attelle qui a été mise en place, rien du tout. On lui a juste, entre guillemets, donné un lit pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça fait un petit peu cher le lit quand même. Il discute avec le patient, donc plutôt son voisin de chambre, et il lui dit mais on est d'accord, on est tombé dans un bourbier, on est dans un scam, on est dans quelque chose de complètement illégal et de potentiellement dangereux. J'ai plutôt l'impression qu'on essaye de nous escroquer de l'argent. Le mec partage totalement son avis, il lui dit ouais, il faut absolument qu'on trouve une solution parce que on peut pas rester ici. Et personnellement pour moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne peux juste pas payer plusieurs milliers et encore moins plusieurs centaines de milliers d'euros. Loïc lui dit ça tombe bien, moi non plus, c'est impensable, donc on va devoir mettre un plan en place. Le problème, c'est que je te rappelle que moi, mon pied, il est foutu. Là, pendant plusieurs heures, ils essayent d'analyser ce qui se passe concrètement. Le problème, c'est que la porte de leur chambre est toujours fermée, jusqu'au moment où son voisin de chambre a une idée de génie. Alors, vous allez voir, ça va pas être très sexy et je m'excuse d'avance pour les termes que je vais utiliser, mais lorsque l'un des pseudo-médecins arrive dans la chambre, le gars lui dit gros, j'ai un problème, j'ai besoin de chier. Bon, c'est fâcheux. Soit je te pose une prune au milieu de la chambre et je te déglingue l'odeur de l'hôpital, soit je sors de la chambre et tu me montres où sont les toilettes et on n'en parle plus. Le médecin lui dit mec, fais ça au milieu de la chambre, je te jure que je t'en colle une, tu viens avec moi, tu me suis et je te montre où sont les toilettes. Là, le gars se lève, il regarde notre ami Loïc, il lui fait comprendre que ça fait partie du plan et il sort de la chambre pour, vous l'aurez compris, aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, il revient dans la chambre, le médecin se barre, le gars lui dit écoute, j'ai vu la configuration de la pièce derrière la porte, ça a l'air d'être une sorte de bureau, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une personne à la fois, c'est-à-dire qu'il y a probablement un médecin qui traîne aux alentours et une personne qui est au bureau juste derrière la porte. Donc ça fait qu'ils sont que deux. Deux solutions se présentent à nous. Soit on sort, on les démarre, on leur met des patates et on se barre en courant. Soit on profite d'un moment d'inattention pour s'échapper. Loïc lui dit je pense que la deuxième option est la meilleure, sauf que je te rappelle, j'ai la cheville en Y. Le mec lui répond que s'ils ont assez de temps, il va pouvoir l'aider à marcher, donc il va pas l'abandonner. Mais ça, le problème, c'est que Loïc, il n'en est pas sûr. Qui me dit que ce mec, c'est pas un fou furieux qui va juste sauver sa gueule et abandonner Loïc derrière lui? Ça, il n'a pas la garantie. Mes amis, tout va aller extrêmement vite. Parce que cette nuit-là, au beau milieu de la nuit, le gars dit à Loïc t'es debout? T'es réveillé? Loïc lui répond ouais, comment tu veux que je dorme? Je suis enfermé au beau milieu de je sais pas où. Logique que je dors pas. Il lui dit attends, tais-toi, fais pas de bruit, je me lève et je vais ouvrir la porte pour voir s'il y a des gens derrière. Avant d'ouvrir la porte, il dit à Loïc écoute, si jamais il n'y a personne derrière, je te fais un signe de la main, tu te lèves comme tu peux sans crier, je t'aide à marcher et on se barre par une fenêtre qu'il y a pile devant la porte. Loïc lui dit pas de problème, le gars se lève, il ouvre la porte, il regarde derrière et là, il fait nuit noire. Il y a un endroit où il y a une petite lumière, c'est un bureau, mais ce bureau, actuellement, il est complètement vide. Le gars s'empresse de faire le petit signe de la main à Loïc en mode « lève-toi ». Loïc est à deux doigts d'hurler, mais il se contient, et là, il appuie son bras sur l'épaule de son pote, et ils avancent tous les deux. Arrivés à la fenêtre, ils sont en train de se faire dessus en mode « peut-être que quelqu'un va nous cramer et on est mort ». Mais là, on va avoir la preuve que le gars, finalement, il a un bon fond, qu'il veut le bien-être de Loïc, et donc il lui dit « attends, je passe en avant, une fois que je suis en bas, tu te laisses tomber, moi je vais essayer de te rattraper comme je peux, et ensuite on se casse. » C'est exactement ce qu'il fait, il chevauche la fenêtre. Ensuite, c'est au tour de Loïc, ça lui fait super mal, mais il serre les dents. Et là, enfin, les deux se retrouvent à l'extérieur. Où on ne sait pas encore parce qu'il fait nuit noire, ils n'ont pas de lumière, ils ne savent pas où aller. Et là, mes amis, c'est parti pour 1 heure de marche. Pourquoi 1 heure? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment, ils rejoignent une route. Et qui dit route, eh bien dit faire du stop. Après de nombreuses voitures qui ne se sont pas arrêtées, ils croisent finalement la route de la police. Et heureusement, ils s'arrêtent. Sauf que ils ne s'arrêtent pas pour les aider, ils s'arrêtent pour les engueuler. Il leur dit mais qu'est-ce que vous foutez au beau milieu de la route? Vous avez complètement perdu les pédales parce que il fait nuit noire, vous n'avez pas d'objet réfléchissant, donc à tout moment, vous vous mangez une voiture. Et là, le mec les arrête et leur dit écoutez, s'il vous plaît, il faut absolument que vous nous aidiez, que vous nous emmeniez dans un endroit sûr. Le mec, il a probablement besoin de soins. On vient d'être séquestré dans un endroit qui se trouve à 1 heure de marche. Et à partir de ce moment-là, nos deux amis sont pris en charge. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, apparemment, il y a eu une enquête. Suite à cette histoire, il s'avère que les gens qui les ont séquestrés, tout simplement, ce qu'ils cherchent, c'est de la thune. Ils ne font pas des rançons en mode crypto-monnaie. Eux, leur truc fétiche, c'est de s'en prendre à des étrangers, des personnes qui viennent là en vacances, les séquestrer, les emmener dans leur espèce de camp, pour ensuite demander des sommes exorbitantes. Évidemment, il n'y a aucun soin qui est prodigué, donc en fait, l'endroit où ils étaient, c'était même pas un hôpital. Tout ce beau petit monde a été arrêté, le camp a été démantelé et heureusement qu'il n'existe plus. Loïc a pu rentrer et c'est là, mes amis, qu'il y a un détail qui aurait pu tout changer. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il était arrivé à l'hôtel et je vous ai aussi dit qu'il avait posé son passeport dans le coffre-fort. Si il avait son passeport sur lui, eh bien tout simplement les mecs auraient pu lui voler et donc notre ami Loïc n'aurait jamais pu rentrer chez lui. Ou du moins il aurait dû faire toutes des procédures douanières, enfin pas de douane mais avec le service d'immigration, je sais pas comment ça s'appelle, ça aurait été un bordel. Le seul truc qu'il s'est fait carotte et qu'il n'a jamais retrouvé, c'est son téléphone. Il ne l'a jamais revu. Mais bon, vous allez me dire, c'est que du matériel, heureusement qu'il a la santé. Certes avec une cheville en moins, mais c'est un détail. Tout est bien, qui finit bien pour Loïc, alors certes il y a eu de grosses mésaventures durant son trajet, je pense qu'il n'est pas prêt de repartir à l'autre bout du monde seul, du moins pour faire une randonnée. Si vous partez prochainement faire une randonnée je ne sais où, restez prudent et faites en sorte de toujours pouvoir appeler les secours, peu importe ce qu'il vous arrive. Voilà, c'était mon conseil, moi je vous propose de vous reprendre une petite boisson et on est parti pour le deuxième témoignage. Petite précision mes amis, avant de passer au deuxième témoignage, ça concerne la première histoire. J'ai oublié de le préciser sur le moment, mais le voisin de chambre de Loïc, il n'y a pas de doute, il s'est fait frapper par quelqu'un et il a été ensuite emmené dans ce faux hôpital. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, concernant Loïc, je vous rappelle qu'il est tombé tout seul, il a glissé naturellement. La question qui reste, c'est comment est-ce que ces personnes de ce faux hôpital ont pu tomber sur lui? Est-ce qu'ils savaient que c'est un chemin dangereux et qu'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent dessus et qui glissent? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fruit du hasard? On ne sait pas non plus. Et probablement qu'on n'aura jamais la réponse. Voilà, j'y ai pensé juste maintenant en m'apprêtant à raconter le deuxième témoignage, que je vais d'ailleurs vous raconter immédiatement. Alors pour cette deuxième histoire, vous allez voir, on est dans un tout autre registre. Autant dans la première, on était face à une séparation. Là, on est face à un événement un petit peu plus heureux. Cette histoire, elle nous est racontée par Alex et sa copine. C'est d'ailleurs la première fois que je vois un témoignage écrit comme si c'était deux personnes qui l'avaient écrit. Alex et sa copine, ça fait depuis de nombreuses années qu'ils se connaissent. Mais quand je vous dis de nombreuses années, c'est plus de 10 ans. Et à l'époque des faits, Alex, il a 30 ans. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire? Non. Mais 30 ans, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent, il y a peut-être une question qui se pose. Cette question, eh bien, elle est relativement simple, c'est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un petit peu plus loin dans notre couple? Ça fait très longtemps, honnêtement, qu'ils y réfléchissent, ça fait plusieurs années. Mais malheureusement, ils n'ont jamais pu franchir le pas parce que ça coûte très cher. Et oui, mes amis, vous l'aurez peut-être compris, nos deux amoureux veulent se marier. Le problème, c'est que ça coûte la peau du cul, surtout quand vous voulez inviter tout le village ou toute la ville où vous habitez, vous en avez facilement pour plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un problème. Eux, ils n'avaient pas envie de gâcher leur mariage, enfin de bâcler plutôt. Ils ont préféré attendre le moment où ils auront les moyens et de faire une grande fête. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous épargne le début de l'histoire parce que ça parle de préparatifs, de gâteaux, de machin. Nous, là où ça commence à nous intéresser, c'est le jour J, le jour de la fête. Eh bien, effectivement, le couple n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont invité, écoutez-moi bien, 150 personnes dans une salle qui est gigantesque. On parle pas de la salle des fêtes de votre village, ni même du mien. On parle d'un château. Donc, autant vous dire que d'un point de vue financier, ça a dû coûter une blinde. La soirée se passe extrêmement bien, la plupart des invités répondent présents, donc c'est très cool. Et au bout de la nuit, tout le monde rentre chez soi. Bon, pendant les jours qui suivent, Alex et sa copine, plutôt devrais-je dire Alex et sa femme, eh bien, ils essayent de redescendre de leur nuage très gentiment. C'était une soirée de rêve. Et un soir, lorsqu'ils sont sur le canapé, ils discutent de cette fameuse fête. Ils essayent de se remémorer les bons souvenirs. Et là, il y a une question qui arrive sur la table. Alex, il dit, mais t'as vu la quantité astronomique d'argent qu'ils nous ont amené, les gens? Et sa copine lui dit, ouais, d'ailleurs, c'est fou, parce que nous, on a organisé la fête, non pas pour que les gens amènent de l'argent, mais parce que ça nous faisait plaisir et qu'on avait envie de célébrer notre mariage avec eux. Et en fait, c'est presque logique qu'il y ait de l'argent ou même des cadeaux, parce que lorsqu'on célèbre un mariage, eh bien souvent, enfin, je dis souvent, mais moi je connais des gens qui ont fait ça, c'est que les invités ont la liberté d'amener un petit peu d'argent pour contribuer au voyage de noces. Ou alors on fait un cadeau, ou peu importe, on essaye de contribuer. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé. Les invités ont amené beaucoup d'argent, au point où Alex et sa copine, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? On n'en a pas besoin. Et la décision qu'ils vont prendre, c'est d'utiliser tout cet argent pour payer le voyage de noces. Maintenant, il y a une autre question. C'est où est-ce qu'on va aller en voyage? Là, on pourrait se dire, ils sont d'accord. Eh bien,
Pas du tout, chacun a une destination en tête et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pendant plusieurs jours. Mais au point où ça devient carrément un sujet de discussion et un sujet d'embrouille. Un jour, Alex, en fin d'après-midi, il va vers sa femme et il lui dit « Écoute, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on trouve une destination. Ce que je te propose, c'est qu'ici, chez nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Toi, t'es pour ta destination, moi pour la mienne, on n'arrive pas à trouver un compromis. Je t'invite donc au restaurant, peut-être que le cadre sera différent et que du coup, ça va nous permettre de trouver un compromis. » Arrivé là-bas, mes amis, ils passent le repas, le dessert, l'entrée et tout ce que vous voulez à discuter de cette destination. À la fin, au moment de payer, malheureusement, le compromis n'a toujours pas été trouvé. Alex, il regarde sa femme dans les yeux, il lui dit « Écoute chérie, on va pas parler pendant 1000 ans de ce voyage. T'as une destination ? Très bien. J'en ai une ? Très bien. Regarde bien si on part de ce restaurant en ne sachant toujours pas où on va. » Il prend la serviette en papier qu'il y a sur la table, il la déchire en deux, il lui donne une moitié, il garde l'autre, il sort son meilleur stylo de son costard et il écrit son prénom sur la serviette. Il le donne à sa chérie, il lui dit « Écris ton prénom ». Il récupère les deux moitiés de serviette, il les retourne face à la table, il appelle le serveur et il dit « Monsieur, excusez-moi, on a une importante décision à prendre. On n'arrive pas à se mettre d'accord. S'il vous plaît, choisissez l'une des deux serviettes. » Le gars réfléchit un court instant, il en choisit une des deux. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on est, c'est Alex qui est choisi. Donc, vous l'aurez compris, c'est Alex qui choisira la destination du voyage de noces. Sa femme est dégoûtée, elle a envie de demander le divorce, mais ça va passer. Lui, il est aux anges, il check le serveur tellement il est content. Et là, il dit, eh bien écoute ma chérie, t'as plus qu'à faire tes valises, il n'y a plus qu'à réserver, et on est parti. Bon, finalement, la soirée se passe extrêmement bien, les deux sont quand même très contents, même si c'est Alex qui a gagné la guerre. Et pendant les semaines qui suivent, eh bien, ils organisent tout ça, ils réservent l'hôtel, etc. Bon, la destination, on sait juste que c'est très loin. C'est dans un pays qui est à l'autre bout du monde, encore une fois. Et on est d'accord, normalement, un voyage de noces, c'est censé être le voyage de leur vie. Peut-être que là, ça va devenir le voyage de leur pire cauchemar. On ne sait pas. Bon, on n'a pas vraiment de nouvelles. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, elle recommence lorsqu'ils sont sur place. Ils arrivent à l'hôtel, ils s'installent tranquillement, ils défont leurs valises. Et il y a quelque chose qu'ils partagent, les deux, c'est qu'ils n'aiment pas prendre des taxis. En fait, ils ont envie d'être totalement libres quand ils veulent, où ils veulent, etc. C'est pour ça qu'une fois arrivés à l'aéroport, en fait, ils n'ont pas pris un taxi, ils ont loué une voiture. Et ça va leur permettre de bouger à gauche à droite pour découvrir les alentours sans payer une blinde en taxi. Et surtout sans devoir attendre, etc. Bon, tant mieux, les règles de la circulation, c'est pas très dur à s'adapter. Sur la route, c'est un petit peu le zoo, mais ça va, ils y arrivent. Il y a un jour où les choses vont commencer à devenir un petit peu particulière. Ce jour-là, au petit déjeuner, le couple discute de ce qu'ils vont faire aujourd'hui, donc du programme. Et la femme d'Alex lui dit, écoute, moi il y a un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est un zoo. Apparemment il y a plein d'animaux trop stylés, il y a des poissons de ouf, hein. Ça a l'air incroyable. Le truc, c'est que c'est à 2 heures de voiture. Bon, Alex lui dit, écoute, on est en vacances, on a tout le temps du monde. Si ça te fait plaisir, allons-y. Les deux prennent leur petit déjeuner, ils remontent à la chambre de l'hôtel, ils se préparent et ils filent tout droit en direction du zoo. Après 2h15 de voiture, ils arrivent enfin à destination. Effectivement, le zoo est incroyable. Ils y passent une bonne partie de l'après-midi et ensuite ils se remettent en route pour retourner à l'hôtel. Sur la route, un petit creux s'installe, ils décident de s'arrêter à un restaurant pour manger. Ils y restent pendant 1h30, 2h et ils se remettent en route. Une fois sur la route, la nuit est tombée, il fait nuit noire, vraiment on voit que dalle. Et étant donné qu'il n'y connaît rien à la région, Alex il se fie au GPS. Bon, pour l'instant c'est pas trop compliqué, c'est l'autoroute, il peut difficilement se tromper. Mais arrive un moment où le GPS lui indique de sortir de l'autoroute, ils sont encore assez loin de l'hôtel, et d'emprunter des petites routes annexes, donc on va dire des petites routes de campagne. Bon, bizarre parce que même s'il ne connaît pas les lieux, Alex il se dit j'aurais pu continuer sur l'autoroute pendant plusieurs kilomètres. Bon, pas grave, c'est le GPS qui le dit, c'est probablement lui qui a raison. On va le suivre. Il suit le GPS pendant plusieurs dizaines de minutes. Sa copine, elle dort sur le côté. Et lui, vraiment, il voit que dalle. Il n'y a plus une habitation. Il est dans des rues, on ne sait même pas où c'est. Jusqu'à un moment où il arrive à une sorte de barrage. Il savait déjà que ce pays, il y avait des endroits qui étaient un petit peu craignos, dans le sens où c'était un petit peu violent. Donc pas étonnant de voir la police ici. Peut-être que ça fait partie d'une zone dangereuse. Un policier lui montre de s'arrêter. Il s'arrête. Et là, premier détail qui en réalité n'en est pas un parce que c'est quand même très impressionnant, mais qui le choque, c'est que le policier, il a pas une petite matraque, il a une arme de poing. Et franchement, ça a pas l'air d'être une arme d'airsoft. Le gars lui parle dans une langue complètement étrangère à une vitesse absolument phénoménale. Donc inutile de vous préciser que Alex, il ne comprend que dalle. En voyant qu'Alex ne comprend rien, le gars commence un petit peu à s'énerver et notre ami, il panique. Il lui dit « Wow, calme, je comprends juste pas ta langue. » Il essaye de lui dire en anglais, mais il ne trouve pas ses mots tellement il commence à paniquer. Et sa copine, voyant qu'il y a du bruit dans la voiture, donc 2 mecs qui commencent à s'engueuler, elle se réveille. Elle est en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mec nous fait chier ?» Et Alex lui dit « Attends, s'il te plaît, reste calme parce que là, je sens que ça commence à monter. » Et surtout, il se dit « Mais attends, c'est la police, pourquoi est-ce qu'ils m'embrouillent? Moi, je suis là
parce que je dois rentrer. C'est eux qui m'arrêtent, mais c'est eux qui m'embrouillent. Où va le monde? Très vite, il y a quelque chose qui passe par la tête de Alex, c'est qu'il se dit mais je dis que c'est la police. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une arme au poing, mais en réalité, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de plaquet de police. Est-ce que réellement on a affaire à un contrôle de police? Pendant que le mec s'énerve et qu'il l'embrouille, il essaye d'observer 2-3 détails. Et là, il y a un truc qu'il n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont derrière le gars, qui ont également une arme, mais qui sont cagoulées. Alors, c'est très bizarre pour la police d'être cagoulée. Ça n'arrive pas normalement. Ou alors c'est une unité d'intervention spécialisée ou je ne sais quoi, mais pour un simple contrôle routier, c'est pas censé arriver. Et là, ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça, mais j'ai envie de dire c'est peut-être l'une des seules solutions. Alex appuie sur l'accélérateur et il se barre d'ici. Maintenant, c'est là où quelque chose de dramatique s'est passé, parce que lorsqu'Alex a appuyé sur la pédale de gaz, le gars avait en fait sa main posée sur la fenêtre et forcément sa main tenait le pistolet. Il a tiré une balle et en gros il a mis une balle dans la cuisse de sa copine. Alors la voiture est partie, les mecs sont encore derrière, sa copine se met à hurler et à pleurer tellement ça lui fait mal, et le problème c'est que dans la cuisse il y a une artère, donc une veine où il y a beaucoup de sang qui passe, et sa jambe commence sérieusement à saigner. Alors, est-ce que l'artère a été touchée? On ne sait pas, on n'espère pas, parce que si c'est le cas, il lui reste 15 secondes à vivre. Elle se tient, et là, elle a un très bon réflexe, mes amis, c'est qu'elle met, alors c'est absolument dégueulasse, en gros, elle met son doigt dans la blessure. Elle a mal à en crever, vraiment c'est atroce, et le pire, c'est que les mecs derrière ne s'arrêtent pas là. Ils commencent à tirer en direction de la voiture, et il y a une balle qui atteint sa cible, c'est une balle qui traverse le pare-brise. À quelques centimètres près, c'était un ping-pong avec Tupac et Johnny, et c'était fini. Heureusement, il n'y a rien eu, c'est relatif, parce qu'il y a quand même eu une balle dans la cuisse de sa femme. Et là, très vite, il dit à sa femme, écoute, j'ai besoin d'aide, moi je me concentre sur la route, il faut que sur le GPS tu trouves un hôpital, et je t'y emmène immédiatement, parce que là, ta cuisse, si on ne fait rien, je pense que je rentre seul. Donc s'il te plaît ma chérie, serre les dents et tout va bien aller. Sa copine, en pleurs, essaye tant bien que mal de trouver un hôpital, elle arrive vite fait à dézoomer la carte. Et Alex, il voit bien qu'elle n'y arrive pas tellement elle a mal, tellement elle est en train de se tenir la jambe. Donc il conduit à une main, il regarde quand même la route histoire d'être attentif et il arrive à sélectionner l'hôpital le plus proche. Là, il ne réfléchit même plus, c'est-à-dire que s'il y a un feu rouge devant lui, il en a rien à péter, il le grille. Et quelques minutes plus tard, ils arrivent aux urgences de l'hôpital. Là, sa femme est prise en charge et heureusement, mec, je vous dis heureusement que la balle n'a pas touché l'artère, parce que si c'était le cas, elle serait déjà morte. Elle a été opérée d'urgence, la balle a pu être retirée, malheureusement, elle a dû rester la nuit là-bas parce que il faut la surveiller. Ils ont averti la police, mais on a l'impression que ça a pas l'air de les déranger plus que ça, enfin du moins, c'est pas une urgence pour eux. Un peu comme s'ils étaient habitués à ce genre de cas, c'est très bizarre. Donc, dites-vous que les deux ont frôlé la mort à quelques centimètres près, et qu'en gros, ils pensaient simplement avoir affaire à un contrôle de police, alors qu'en réalité, c'était un braquage. Est-ce que notre ami Alex a eu la bonne idée de partir avec la voiture ? Je ne sais pas, franchement, je ne sais même pas ce que j'aurais fait dans ce cas-là parce que j'ai pas le permis. Donc j'ai envie de dire, on a assez vite répondu à la question. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, mon permis, j'ai jusqu'au 29 octobre pour le faire, enfin la partie théorique. Je suis en train d'apprendre les panneaux. Là, je sais que voilà, le triangle, c'est le passage, etc. Ça va être une catastrophe quand je serai sur la route, je vous le dis. Je vous l'annoncerai sur Instagram, mais comme ça, vous êtes sûr de ne pas sortir de chez vous, de ne pas prendre la voiture, ni même d'aller à pied. Donc, tous aux abris. L'essentiel dans notre histoire, c'est que les deux ont pu s'en remettre. À la base, un voyage de noces est censé être le voyage d'une vie. Là, c'était le voyage de leur pire cauchemar. La seule chose qu'on peut leur souhaiter pour la suite, c'est uniquement du bonheur et la santé. Et que leur mariage dure toute la vie. Voilà, j'espère que ce deuxième témoignage vous a plu. J'en ai encore un dans mon petit chapeau, j'en ai encore un en stock. Reprenez une petite boisson et on est parti. Et en attendant que j'aille remplir ma boisson, je vous rappelle aussi, remplissez le formulaire qui est en description, ça m'aiderait beaucoup. Un gros bisou à toutes les personnes qui font ça et un grand merci surtout du fond du cœur. Mes amis, ce troisième et dernier témoignage, vous allez voir que je pense sincèrement que c'est le pire des trois. Vraiment, autant les deux autres, je ne les souhaite à personne, mais celui-ci encore plus. Parce que, vous allez voir, je vais pas vous spoil, mais c'est une histoire qui est très choquante et très triste à la fois. Cette histoire, c'est celle de Sonia. Alors, Sonia, c'est une étudiante comme à peu près tout le monde. Elle nous raconte qu'elle a une vie plutôt banale, dans le sens, elle suit ses études, elle a un groupe de potes avec qui elle fait plusieurs soirées dans la semaine, et tout se passe très bien. Vraiment, sa vie est très cool. Il y a un petit truc qui des fois l'embête un peu, c'est le rythme de travail, parce que les études qu'elle suit, c'est de la médecine. Vous le savez peut-être, mais la médecine, c'est un domaine qui est franchement pas simple. Il y a de nombreuses années d'études, c'est interminable, et je pense qu'arrivé à la fin, on en a légèrement marre, et je pense qu'on a hâte que d'une seule chose, c'est de sortir des études et de faire autre chose, de travailler ou je ne sais quoi. Eh bien, notre amie, elle est exactement dans cette phase-là, elle en a complètement marre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est actuellement en dernière année, encore quelques mois à serrer les dents et tout sera derrière. Mais qui dit dernière année dit également examen de fin d'études, etc. Donc
c'est pas la plus simple. Une des bonnes nouvelles de cette histoire, c'est qu'elle nous explique que dans sa classe, elle a des gens qui sont incroyables. C'est devenu un vrai groupe de potes, au point où c'est, entre guillemets, ses meilleurs amis, ils font partie de sa famille, c'est des gens avec qui elle sort tout le temps, et tous les membres du groupe se soutiennent, ils se serrent les coudes parce que, entre guillemets, ils sont tous dans le même bateau, et franchement, ça je trouve incroyable. Un soir, on est à peu près à la fin de l'année. On est quelques toutes petites semaines avant les derniers examens de leur vie. Tout le monde en a marre et sur le groupe WhatsApp, Sonia elle propose de sortir boire un verre. Bon, le timing n'est pas idéal parce qu'il y a encore beaucoup de livres à apprendre, beaucoup de choses à réviser. Mais c'est pas grave, tout le monde répond dans le groupe, vas-y, moi je suis chaud de sortir, boire un verre, ça nous permettra de nous aérer l'esprit et peut-être même qu'on sera plus productif, donc finalement c'est tout bénef. Ils se donnent rendez-vous, tout le monde se rejoint à l'heure et là ils vont dans le premier bar qu'ils croisent et la soirée est plutôt arrosée. Milieu de la nuit, tout le monde rentre chez soi, le lendemain les révisions reprennent et mes amis, l'histoire reprend le jour J, le jour où commence la session d'examen. Et là, pendant une semaine, ils vont se prendre des pétés qui viennent de tous les côtés, ils vont vraiment se faire malmener mais au moins à la fin, ils auront terminé. Ils passent cette semaine assez difficilement, c'est très rude mentalement parce que il faut pas craquer. Une fois qu'ils ont terminé les examens, c'est cool, mais il faut attendre les résultats. Pour avoir été étudiant, je peux vous garantir que lorsque vous attendez les examens, chez nous c'était 2 semaines, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que vous vous stressez quand même beaucoup. Vous imaginez tous les scénarios en mode si j'avais répondu autrement à cette question, si j'avais fait un demi-point ici en plus. Enfin, c'est horrible. Et là, c'est exactement ce qui se passe pour Sonia et ses potes. Mais bon, un soir, l'attente est enfin terminée, ils ont reçu le résultat et ils se sont promis une chose. Personne, je vous dis bien personne du groupe n'a le droit d'aller voir ses résultats sans les autres. Donc ils se donnent tous rendez-vous au même endroit chez quelqu'un et ils vont faire le pack opening de leurs résultats chacun leur tour. Ce n'est pas Sonia qui a la priorité, c'est d'abord quelqu'un d'autre. Il ouvre les résultats, c'est réussi. La personne est officiellement médecin. Une deuxième personne réussit également, une troisième également, une quatrième également, et arrive le tour de Sonia. Autant vous dire qu'elle a la pression parce que toutes les personnes avant elle ont réussi. Elle prend une grande inspiration, elle ouvre la page internet, elle se connecte, et là, le résultat est sous ses yeux. Notre amie Sonia est officiellement médecin. On peut l'applaudir, un grand bravo à toi. Bon, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'en fait, tous les membres du groupe ont réussi leurs examens, chose qu'ils n'imaginaient même pas dans leurs meilleurs rêves. Vraiment, ils se disaient qu'il y a forcément quelqu'un qui allait foirer. Et là, inutile de vous cacher que l'euphorie, elle est à son paroxysme. Maintenant, le groupe d'amis, ils sont tellement contents qu'ils ont envie de fêter ça comme il se doit. Alors, bon, déjà, ils vont au bar, et une fois au bar, avant qu'ils enchaînent quelques verres, ils se disent « Ok, on va fêter ça correctement, comme il se doit, parce qu'on vient de se taper des années et des années d'études interminables. On n'a pas pris un week-end, ni même une semaine de vacances, donc là, je pense qu'il faut gentiment changer ça. » Et à la fin de la soirée, il y a une idée qui a émergé, c'est de faire un voyage. Le plus loin possible, là où il y a du soleil, une plage, la piscine, la mer, des cocktails, juste le rêve. Être loin des livres, des formulaires, des machins, des trucs de... On s'en fout des études, on a terminé, on veut profiter de la vie. Et pendant les jours qui suivent, ils se mettent tous d'accord sur une destination. Cette destination, Sonia nous raconte que c'est le paradis sur Terre. C'est vraiment de l'eau turquoise, un sable blanc fin, des cocktails, de la musique, du soleil, de la chaleur, une bonne ambiance. Vraiment le paradis. Il réserve les billets d'avion, il réserve l'hôtel et il nous raconte que le voyage aura lieu dans 2 semaines. Notre histoire continue le jour où ils prennent l'avion. Tout se passe très bien durant le trajet, c'est très long, mais ils arrivent enfin, sains et saufs, à destination. Bon, ils sont tous dans le même hôtel, chacun a son petit bungalow. Et vraiment, le voyage peut commencer. Ils sont trop contents d'être là. Et chaque soir, ils ont prévu de faire la fête, de profiter, de rattraper le temps perdu. Et nous, on peut que leur souhaiter que ça se passe très bien. Les premiers jours, ils nous expliquent qu'ils ne font absolument rien. Ils font les larves sur la plage, ils ont des coups de soleil partout. Le soir, ils mangent à l'hôtel, ils restent à la piscine, ils vont marcher sur la plage. Et globalement, tout est merveilleux. C'est seulement le 4e soir qu'ils décident de faire quelque chose un petit peu différent. En gros, ils font leur petit programme d'habitude et le soir, sur la plage, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que c'est bien beau d'aller à la plage, de prendre le soleil et de s'amuser, mais est-ce qu'on profiterait pas aussi pour aller visiter les alentours, voir ce qui se passe? Ils en discutent pendant une petite demi-heure et à la fin, ils décident que le lendemain, ils iront faire une randonnée. La soirée se passe très bien, on arrive le lendemain, ils vont faire leur marche et ils rentrent en fin d'après-midi. Tout le monde est KO dans l'hôtel, mais ils ont encore assez d'énergie, bien évidemment, pour faire la fête. Ils vont manger à l'hôtel, c'est un buffet à volonté, donc autant vous dire qu'ils s'éclatent la panse. Et qui dit s'éclater de bide, dit bien évidemment petite marche digestive par la suite. Bon, vers 20h, tout le monde se regroupe sur la plage, ils commencent à marcher le long de la mer, mais contrairement aux autres soirs, ils décident d'aller un petit peu plus loin,
ils ont bien mangé, il faut digérer. Ils continuent de marcher pendant plusieurs dizaines de minutes, jusqu'à un moment où ils tombent sur un groupe de jeunes qui semblent faire la fête. Alors on ne sait pas s'ils viennent d'un hôtel ou d'un bungalow ou je ne sais quoi, mais ils font bien la fête. Et là, il y en a un qui vient demander un briquet pour allumer une cigarette. Bon, bah tant mieux, il y en a un du groupe qui en a, il lui prête. Et tout ça, ça crée un lien, ça crée une discussion. Le groupe de Sonia a donc rencontré un autre groupe de personnes, les deux groupes se fusionnent et ils ne forment plus qu'un seul groupe d'amis. Ils font la fête, ils boivent déjà pas mal, mais il y a un détail qui est super important pour l'histoire, c'est que tout le monde dans le groupe boit, à l'exception de Sonia. Alors en temps normal, elle se laisse un petit peu aller, mais là en vacances, elle nous explique que elle décide volontairement de ne pas boire certains soirs pour être sûr et certain que tout le monde rentre sain et sauf. C'est un pays qui est à l'autre bout du monde, on ne sait pas comment ça se passe, il faut faire attention, et il faut pas que ça parte en cacahuète non plus. Donc ce soir-là, elle a décidé de faire mollo, parce qu'en plus, la veille, voilà, elle s'était laissée un petit peu aller. Donc là, ce soir, elle ne touche pas une goutte d'alcool. Forcément, ses potes, eux, ils n'en ont rien à péter, ils s'envoient des bouteilles et des bouteilles, et arrivé vers minuit, tout le petit groupe, donc enfin le gros groupe maintenant parce qu'ils ont fusionné, eh bien il y a un des membres qui dit « Allez mec, je connais une personne un peu plus loin, donc c'est une des personnes qui vient de l'autre groupe. Elle dit « Je connais une personne qui est un peu plus loin sur la plage, il fait des soirées de fou furieux, ça vous dit que je vous y emmène, comme ça on profite de ouf. » Tout le monde est ok, mais bon, ils ont plus trop l'esprit clair. Ils avancent sur la plage et ils retrouvent enfin cette fameuse personne. Alors, il n'est pas seul, il est avec d'autres amis à lui. Et visiblement, ce gars, c'est un local qui organise des petites soirées, pas clandestines, mais en mode sur la plage. Pas des trucs officiels dans des boîtes de nuit, quoi. Et là, il les accueille en étant très gentil. Il leur dit bienvenue, j'espère que vous vous amuserez bien. Et il y a de la musique, il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de choses à boire. Et là, tout le groupe, y compris Sonia, s'amuse comme des petits fous. À un moment, il y a cette personne locale, donc l'organisateur de la soirée, qui s'approche de Sonia, qui commence à lui taper la conve. Et il lui dit, est-ce que ça vous intéresserait, toi et tes potes, de goûter ma boisson? En fait, c'est un mélange que je fais, il y a plusieurs alcools, il y a plusieurs petites spécialités locales. Sonia lui dit, écoute, moi pas, parce que je me suis engagé à ne pas boire pour surveiller mes potes, par contre, propose-leur, voilà, tu fais ce que tu veux. Elle voit que ce gars va proposer à ses potes de goûter, et bien évidemment, elle les connaît, il se laisse tenter très rapidement. Et là, il sort un gros bidon, donc c'est un gros bidon en plastique, on dirait un truc où on met de l'essence. Il prend un gobelet chacun, il le remplit, il leur donne, et là, ils font la dégustation. Inutile de vous préciser qu'ils descendent tout très rapidement, et là, la soirée peut continuer dans une ambiance absolument festive. Bon, ça se passe très bien, à l'exception que tout le monde est arraché, à l'exception de Sonia, qui fait en sorte que tout le monde rentre sain et sauf à l'hôtel. Une fois tout le monde couché dans son lit, ça a pris une plombe, mais c'est bon, elle y est parvenue. Sonia se couche, et là, elle réfléchit déjà au retour, parce que mine de rien, c'est d'ici un petit moment, mais ça s'organise. Donc elle nous dit, ok, là on est sur une île qui est très éloignée, enfin on a dû faire 1 heure de bateau depuis l'aéroport pour venir ici, donc c'est quand même loin de tout. Elle fait un plan, un schéma dans sa tête, en mode on part à telle heure, on prend ce bus, ensuite on prend ce bateau qui nous amènera sur l'île où il y a l'aéroport, etc. Enfin, elle organise tout, et au beau milieu de la nuit, elle tombe de fatigue, et elle finit par s'endormir. Bon, le lendemain, elle se réveille assez tard, mais elle nous explique que c'est normal suite à une telle soirée. Elle se rend au point de rencontre habituel, là où ils se retrouvent tous le matin, et il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a plusieurs membres du groupe, 3 personnes précisément, qui se plaignent de douleurs assez particulières. Ces douleurs, c'est pas des douleurs à proprement parler, mais c'est que ces personnes, en fait, elles voient des taches. C'est bizarre. Le premier réflexe, c'est de se dire que ça vient de l'eau de la mer, parce que ils ont eu la bonne idée d'aller sous l'eau, d'ouvrir les yeux. Évidemment, avec le sel, ça leur détruit les yeux. Tout le monde propose de se rincer les yeux, d'attendre que ça passe, et voilà, de ne rien faire de particulier. La journée se passe, mais bon, évidemment, on est le lendemain d'une cuite, donc ils sont un petit peu mous. C'est en début de soirée que les choses vont commencer à devenir assez spéciales. Ces 3 mêmes personnes, elles ont un symptôme qui apparaît assez soudainement et en même temps, c'est qu'elles se mettent à vomir et à être extrêmement mal en point. Sonia, en voyant ça, elle se dit, mais attends, bon, leurs yeux, c'est forcément l'eau de la mer qui les a détruits, enfin, en gros, ça leur a piqué. Là, le fait qu'ils vomissent, peut-être qu'ils ont eu une intoxication alimentaire par rapport à quelque chose qu'ils ont mangé la veille, ou peut-être que c'est simplement un virus et que moi je vais aussi y passer. Bon, ce soir ils ne feront pas de restaurant, ils restent dans les bungalows, mais très vite la situation va dégénérer. Elle va dégénérer au point où Sonia, à un moment, elle se dit mais ils sont tellement mal en point, on dirait vraiment qu'ils vont crever. J'appelle une ambulance et je regarde ce que je peux faire. Elle appelle donc les secours arrivent très vite à l'hôtel, et là les ambulanciers demandent ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont fait, et Sonia explique, elle dit voilà, on a mangé principalement au restaurant de l'hôtel. Pas vous le cacher, ils ont pas mal bu. Et là, il y a un des secouristes qui demande, mais ils ont bu quoi? Elle leur dit, voilà, ils ont bu 7 alcools dans ce bar, etc. Puis hier soir, on allait faire une soirée sur la plage, on s'est bien amusé. Il y a un gars qui leur a fait goûter un petit peu sa potion. Et au moment où elle dit ça, le mec ouvre grand les yeux et il dit à son collègue,
il faut absolument, mais absolument appeler un hélicoptère parce que sinon, on les perd. C'est sûr et certain. Et lorsqu'elle entend ça, Sonia elle lui dit mais vous parlez de quoi? Enfin, comment ça les perdre? Et le mec lui dit écoutez madame, c'est simple, on n'a pas le temps de vous expliquer parce que là la situation est dramatique. Quand on arrive à ces symptômes-là qu'ils ont actuellement, c'est que c'est presque déjà trop tard. Mais je vous l'explique rapidement, vos amis ont probablement bu de l'alcool frelaté. Pour la faire très simple, c'est un alcool qui a été modifié, donc coupé avec une autre substance, et le mélange fait un poison absolument mortel pour le corps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un hélicoptère immédiatement, on va les emmener au premier hôpital qui peut soigner ce genre de problème. Le seul truc, c'est que l'hôpital, il est sur l'autre île, là où il y a l'aéroport, donc voilà. On ne peut pas vous garantir que vos amis s'en sortiront indemnes. Sonia, en entendant ça, elle panique complètement parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils viennent de me dire quoi là? Elle essaye de trouver un petit peu de soutien émotionnel et du réconfort avec sa pote qui est dans le groupe aussi parce que sa pote, elle a bu, mais elle a pas bu la mixture du mec. Donc elle a encore la gueule de bois, mais ça reste une gueule de bois, c'est pas un truc mortel parce qu'elle n'a pas bu cet alcool mortel. Les deux se mettent à pleurer parce qu'elles se disent mais on est venu ici fêter nos examens, on est tous médecins en plus, merde, on est tous médecins. Et peut-être que 3 d'entre nous vont mourir à cause d'un alcool complètement con. C'est terrible. Bon, bah là, leurs 3 amis sont amenés en urgence absolue à l'hôpital. Et je sais que vous n'aimez pas quand les histoires se terminent comme ça, mais on a un petit peu moins de chance que dans les derniers témoignages. C'est-à-dire que, malheureusement, les 3 personnes sont décédées. Parce que quand vous buvez de l'alcool frelaté, alors déjà, ce qui est fou, c'est que vous ne le voyez pas sur le moment. Alors, j'en ai jamais bu, je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais ça a l'air d'être un truc inodore, enfin vous sentez pas. Les symptômes, eux, ils se déclarent seulement le lendemain, plusieurs heures après. Ça commence par des troubles de la vision, ensuite des nausées, des vomissements, jusqu'à que ça atteigne les organes de façon beaucoup plus grave. Lorsqu'elles ont appris le décès de leurs 3 collègues, elles nous expliquent que leur vie s'est effondrée, et je peux tout à fait comprendre. Parce qu'à la base, ils étaient venus fêter leur titre de médecin, la fin de leurs études qui ont pris des années, et à la base, ils sont arrivés à 5 sur cette île, et malheureusement, elles ne repartiront qu'à 2. C'est, je pense, l'une des histoires les plus tristes de ces dernières semaines, parce que je me dis c'est fou, en plus moi j'avais déjà vu une histoire pareille, c'était quoi, l'année passée je crois, dans un journal, où effectivement il y avait une bande de potes qui étaient allés dans un pays quelconque, et ils ont bu ce genre d'alcool qui a été modifié pour gagner un peu d'argent, et malheureusement cette modification a donné lieu à un cocktail explosif qui les a juste tués en quelques heures. Donc la morale de cette histoire, faites attention à ce que vous buvez lorsque c'est pas une bouteille officielle ou un truc comme ça, ne devenez pas non plus parano. Mais déjà, avec l'alcool, on fait très attention, s'il vous plaît, mais encore plus avec l'alcool qui est fait un peu sur le trottoir, si je peux dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle finit pas de façon très joyeuse, je suis désolé, c'est comme ça, de temps en temps il y a des histoires qui sont un peu moins joyeuses que d'autres. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu, je vous rappelle, c'est des histoires d'internet, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, potentiellement que ça s'est déjà produit, mais au moins ça peut peut-être un peu nous rassurer qu'il y a une infime probabilité que ce soit pas vrai. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir, comme d'habitude, à vous la tourner, encore plus parce que je vous ai dévoilé les couvertures de ma BD, celle de l'édition standard et celle de l'édition collector, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description, ça m'aiderait énormément. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont fait et qui vont le faire. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là vous prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde. Ah, et dans les prochaines vidéos, comptez sur moi pour vous donner encore plus de détails sur la BD.